La France compte 5500 km de côtes. De nombreux cargos, ferries, chalutiers traversent constamment son espace maritime. Le détroit de Calais est une des passes les plus fréquentées au monde. Avec près de 80 000 traversées longitudinales et transversales en 2001, ce couloir commercial de 34 km de large est une véritable autoroute. Les phares, mais aussi les feux, les bouées et les bateaux-feux guident les marins dans cette autoroute des mers. Tour lumineuse, petite lumière dans l'immensité de la mer, les 150 phares français éclairent le littoral. Aidés par 3500 marques lumineuses, ils guident les marins de leur éclat singulier. Comme de nombreux ports, Petit Fort Philippe se dote d'un phare dans le courant du XIXe siècle dans le cadre du programme d'éclairage des côtes. Terminé en 1838, il ne fut allumé qu'en 1843 et constitua le principal feu du port. Un feu, oui, peut-être. Ce phare de troisième ordre, célébré par de grands peintres et photographes, semble plus être un feu qu'un phare. Il porte le nom de phare, mais en fait c'est un feu fixe. C'est une lentille de Fresnel à deux foyers légèrement décalés, ce qui fait un angle lumineux qui permet de se repérer. Permettre aux marins de se repérer, telle est la mission du phare de Gravelines. Feu ou phare, utile ou non, c'est un outil de navigation très à la mode au XVIIIe siècle et XIXe. Constitué d'une tour cylindrique de 25 mètres de haut, le phare était encore habité il y a quelques années par son ancien gardien. Une lanterne de Fresnel équipée d'anneaux catadioptriques éclairait l'entrée du chenal. Un faisceau de couleur verte indiquait aux marins qu'ils étaient à droite de l'entrée du port, tandis qu'un faisceau blanc leur signalait qu'ils se situaient entre Gravelines et Dunkerque. En se mettant dans l'axe de ce faisceau, entre les deux faisceaux du phare, on est dans l'axe de la passe d'entrée du port de Gravelines. Au lieu de l'identité marine de la ville, le phare a subi quelques modifications. Ainsi, il n'a pas toujours été peint de cette manière si reconnaissable. Ce n'est que lors de sa restauration en 1949 qu'il revêt ses habits de couleur. Cette sorte de ruban s'enroulant jusqu'à la lentille a été célébrée par Georges Seurat et bien d'autres artistes. D'une utilité contestée dès sa création, le phare a été déclassé et mis en retraite au début des années 90. Aujourd'hui, il est rentré dans le patrimoine gravelinois. La commune l'a racheté à l'État pour la somme de 100 000 € en juin 2003. Il deviendra à terme un lieu de visite et de mémoire sur la vie des fardiers et sur la grande époque des phares. Avec la mise à la retraite de ce bonbon lumineux, Calais, le Cap Grinet et Dunkerque abritent les derniers phares en activité sur la côte d'Opale. Dunkerque, un des plus grands ports industriels d'Europe, est éclairé par un phare de 57 mètres de haut. Bâti sur les ruines du fort Risban construit par Vauban, ce phare n'a de supérieur que celui de Cordouan à l'estuaire de la Gironde. Du haut de ses 276 marches, le phare avertit les marins de leur proximité de Dunkerque. Avant son automatisation en 1985, les gardiens montaient régulièrement. Plusieurs fois par jour, il fallait tourner le rideau au rythme de la course du soleil pour ne pas risquer de brûler la lentille et l'ampoule. Avant la tombée de la nuit, il fallait mettre la lentille en marche et s'assurer de son bon fonctionnement. Ici, le phare produit un feu rythmé à 2 éclats blancs toutes les 10 secondes qui peut être vu à 48 km au large. L'optique des phares français est basée sur le système mis au point par Augustin Fresnel au XIXe siècle. Il imagina une lentille convergente formée de prismes concentriques décalés qui regroupent le faisceau lumineux et l'intensifient. Face à la dangerosité des bancs de sable, les phares du littoral ne suffisaient pas. Les bateaux-feux vinrent éclairer les marins et les guider dans le détroit. Ces phares insolites, posés sur des bateaux immobiles, avertissaient les marins de la présence d'un banc de sable. De 1863 à 1989, des générations de marins ont vécu à bord de ces bateaux-feux éternellement amarrés au banc de sable dont ils portent le nom. Ces bateaux sont de véritables phares isolés en mer.
le brouillard, la tempête, les coupant régulièrement du monde extérieur. On évoque en fait cette atmosphère très, très confinée des jours de brume. Alors, ce qui rend la vie difficile ces jours-là, c'est d'une part la sirène de brume qu'on entend là en arrière-fond, qui était à l'époque très, très forte. Il y avait aussi le bruit de moteur et surtout, ce qui était très pénible à vivre pour eux, c'était qu'ils étaient enfermés en fait dans ce cocon de brume autour du bateau et que n'ayant pas de radar à bord, même jusqu'à la fin des bateaux-feux en 89, en fait, les marins ne savaient jamais s'il y avait des bateaux qui passaient tout près. Puisqu'en période de brume, il est clair que les bateaux, les cargos par exemple, avaient tendance à passer d'autant plus près qu'ils cherchaient le bateau dans la brume. C'est un voyage sans destination pour guider les autres marins dans leur périple. Les bateaux-feux en fait restaient tout le temps en mer, en dehors des périodes d'entretien tous les 2 ans. C'est l'équipage qui était amené à bord du bateau-feu par le baliseur Émile Allard ou éventuellement la vedette Esquina. Donc la relève se faisait en principe tous les 15 jours, le mercredi à partir de 1949. Ceci dit, si le temps était très mauvais, s'il y avait beaucoup de vent et surtout beaucoup de creux, la relève ne pouvait pas se faire. Ces jours d'attente assombrissaient les bateaux aux yeux des marins qui font un choix particulier conciliant la passion de la mer et la vie de famille. Ils se retrouvent marins de l'immobile, amarrés à un banc de sable. L'idée de travailler à bord des bateaux-feux est vraiment une sorte de compromis entre l'envie de rester en mer pour ces marins qui, lorsqu'ils ont fait l'expérience du travail à terre, ont en général pas trop supporté ces rythmes de vie, et puis l'envie de se rapprocher de sa famille, au sens où la plupart ont été marins à la grande pêche ou au long cours, que de ce fait ils étaient absents pendant des mois et des mois, parfois 6 mois à cette période à la fin des années 50. Donc en fait, ils ont choisi à un moment donné, notamment quand ils avaient des enfants, de se rapprocher de leur famille. Et un des marins nous a expliqué qu'il a compris qu'il fallait vraiment arrêter la navigation au long cours quand ses enfants ont commencé à l'appeler monsieur quand il est rentré. Avant de rentrer, les marins bricolaient, pêchaient et fêtaient aussi carnaval. Une vie à bord rythmée par la corne de brume et les faisceaux lumineux qui s'est terminée avec le retour au port du dernier bateau-feu. Le Sandetti est revenu dans le port de Dunkerque en 1989. Il a été remplacé par son homologue anglais, puis par une bouée. Aujourd'hui, les bateaux-feux ne guident plus les marins dans la passe de Calais, mais comme les phares, ils font partie de l'histoire maritime française.